Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci pour votre fidélité à notre chaîne. Bonjour et bienvenue au 2 et 12 de Pyramide FM. C'est le dernier dimanche du mois et du premier semestre de l'année. C'est aussi le temps d'un premier bilan de cette année 2020 et qui restera dans l'histoire comme celle qui a vu déferler sur le monde de vagues d'incertitude au cœur d'une crise sanitaire au nom désormais tristement célèbre, le coronavirus ou en abrégé la Covid-19. Quel bilan faites-vous de vos premiers 6 mois de l'année? Que redoutez-vous des 6 prochains? On sait déjà que la saison des fêtes traditionnelles n'aura pas lieu dans ses formats traditionnels. Les arènes des luttes et valas resteront muettes. Les places des fêtes en pays élevé seront orphelines. Batoumé va moins scintiller si on sait néanmoins que la pierre aura ses couleurs habituelles. La grosse interrogation concerne la prochaine rentrée scolaire. Aurions-nous une rentrée scolaire 2020-2021 avec tous les élèves de toutes les classes et de tous les établissements? Voilà une équation difficile, pas pour les apprenants, mais pour les pouvoirs publics. Au four et au moulin, comme toujours, le gouvernement est très attendu. Il est également très attendu dans les 117 communes du Togo. Après les injonctions du ministre de l'administration territoriale, voici sa conclusion. Les communes naviguent à vue. Cette navigation à vue ne serait-elle pas liée au jeune âge du processus de décentralisation au Togo? Dans 2 jours, en effet, les premières élections municipales pluralistes fêteront leur premier anniversaire. Nos communes auront-elles alors réellement un an? Nos communes auront-elles réellement un an? Quelles sont donc les avancées et les défis des maires et de leurs conseillers? Le torchon brûlerait-il partout comme dans Golfe 5? La léthargie et l'inaction seraient-elles des marques de fabrique des délégations spéciales? Ou bien plus de tout un pays secoué par des révélations de scandales tous azimuts? 400 à 500 milliards de francs CFA auraient-ils effectivement disparu des circuits de commande des produits pétroliers au Togo? 500 milliards de francs CFA, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est colossal. C'est presque la moitié du budget national du Togo. Comment comprendre un tel scandale dans un pays officiellement engagé dans des réformes diverses? L'une de ces réformes n'est-elle pas justement la lutte contre l'impunité? Cette semaine, on a appris que le soldat qui a assassiné le jeune Mohamed Avedi est déposé derrière les barreaux. L'heure de la rupture a-t-elle enfin sonné? Les inquiétudes qui ont fait jour entre Lomé et Azaoum Palimé autour des 120 km de route à réfectionner peuvent-elles se dissiper? C'est le tour d'Internet objet de coupure au moment d'élections ou de manifestations au Togo appartiendrait-elle désormais à l'histoire suite à la condamnation du Togo par la Cour de justice de la communauté CEDEAO? C'est le parti bâti qui est avec nous au D12 avec Johannes Kodjo Flavien Toviave, le secrétaire général et conseiller municipal, et Ayao Fiakratou, secrétaire général adjoint et député. Le D12, c'est 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Kudo Venceslas. Chers invités, bonjour. 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 Je suis Pierre Mathieu. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien, et votre dimanche? Tout se passe à merveille. Un dimanche bien. Tranquille. Tranquille. Surtout quand on vous voit dans votre bazin, on sait, on sent que c'est un dimanche qui se passe de tout commentaire. C'est la première fois donc que vous venez au 2 et 12. C'est vrai que votre parti politique s'est exprimé à plusieurs reprises sur notre antenne, mais c'est la première fois que vous venez dans cette émission, le 2 et 12. Est-ce qu'on peut désormais vous compter parmi les potentiels invités de l'émission par ces temps durant lesquels certains de mes habituels invités furent carrément mes appels? Mais écoutez, nous sommes un parti politique et donc amenés à jouer un rôle sur la scène publique. Et tant que besoin se fera, si nos disponibilités s'accordent, je pense que nous serons à vos côtés pour débattre de l'actualité qui concerne notre pays. Honorable, est-ce que c'est partagé, puisque d'ailleurs vous êtes son agent, c'est partagé? Oui, je crois que nous sommes disponibles toujours selon nos calendriers et à répondre à vos invitations. C'est d'ailleurs un plaisir pour nous d'être ici à cet instant où nous parlons pour échanger sur l'actualité de l'heure. Donc, dès que vous avez besoin de nous, nous sommes disponibles, n'hésitez pas, si notre emploi du temps le permet. C'est avec plaisir que
répondrons à vos invitations. Je rappelle que vous êtes très jeune et visiblement, je ne sais pas si vous portez avec vous la rupture. J'évoquais tantôt les difficultés à avoir habituellement les invités des partis politiques pour qu'ils puissent rendre compte aux populations. Et comment est-ce que vous comprenez que des acteurs s'engagent en politique et dans le même temps, pour certains, et fuient carrément les médias? Bon, je crois que ça dépendra de la disponibilité. Je ne vais pas circonscrire la question à une fuite, forcément, mais peut-être que c'est une question de disponibilité. Bon, nous, moi, je ne saurais répondre totalement à la place de ces gens, mais ce qui me concerne, je sais que dès que je suis invité, si l'emploi du temps le permet, je ferai toujours un effort pour pouvoir échanger avec mes compatriotes. Vous particulièrement, vous êtes député, donc un élu du peuple, raison de plus que vous personnellement, et vous puissiez arriver de temps en temps et très souvent dans les médias. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale et ils ont toutes ces difficultés-là à répondre aux questions des journalistes. Pour vous, si ce n'est pas une question d'emploi du temps, est-ce que ça peut être la peur? Je ne pense pas, forcément, puisque un élu du peuple a reçu ce mandat-là de son peuple. Ça veut dire qu'il a été au-devant de ce peuple-là qui lui a fait confiance. Donc ça veut dire qu'il sait s'exprimer. C'est-à-dire rester devant un micro de radio, c'est parler, c'est échanger avec le peuple. Donc un député élu a déjà échangé avec un auditoire et a échangé avec sa communauté. Donc je ne pense pas que c'est une question de peur. Nous, particulièrement avant d'être député, on a toujours participé à des émissions. C'est pas aujourd'hui qu'on commence par le faire. Donc je ne pense pas que ça soit une peur. Mais je le dis une fois encore, je ne saurais pas répondre à la place de ses collègues. Bon, c'est vous qui le dites. C'est pas si vraiment ils ont peur de participer à des émissions, de répondre à vos questions. Flavien Tobiavé, je sais que vous avez fait une partie de votre vie en Europe et très souvent dans les grands pays. Presque chaque matin, on voit défiler dans les médias et les députés et les ministres et un certain nombre d'élus. Mais ce n'est pas forcément le cas dans notre pays. Est-ce que votre rêve du Togo de demain, c'est pas un peu ça? D'avoir des personnalités qui rendent quotidiennement compte? Oui, dans l'absolu, ce serait une très bonne chose, puisque quand on gère la chose publique, c'est mieux qu'on communique avec le peuple. Dans l'absolu, c'est ça. Mais maintenant, nous sommes au Togo, et les autres ont plusieurs décennies de pratiques démocratiques. Nous sommes en train d'avancer avec notre héritage et je pense qu'il y aura des jours où tranquillement les acteurs publics pourront facilement venir sur les médias et même au niveau des médias aussi, le cadre qu'il faut pour que cela se fasse, tout ça doit évoluer pour que ce que nous voyons dans les autres pays, ces choses-là soient évidentes chez nous aussi. Le Togo, c'est quand même aujourd'hui plusieurs décennies d'apprentissage démocratique. Et quel est votre regard justement sur cette reddition des comptes? On sait que nous avons aujourd'hui des ministres qui sont là durant des années au gouvernement. Il y a un certain nombre d'acteurs, notamment du parti au pouvoir, qui sont là depuis des années. Mais quel est votre regard sur ce que j'appelle la reddition des comptes, leur présence dans les médias, le fait de rendre compte de leur gestion quotidienne aux populations? Si je comprends bien mon regard par rapport à leur non-présence. Oui, non, mais en fait, je ne dis pas leur non-présence. C'est-à-dire que vous êtes acteur public. Sans doute que vous avez noté soit une forte présence de ces acteurs-là ou une présence moindre dans les médias togolais. C'est de cela qu'il s'agit. Quelle est votre perception de ça? Est-ce que vous sentez qu'ils sont là? Que vous êtes satisfait qu'ils rendent compte? Bon, comme je disais depuis tout à l'heure, je pense que nous sommes dans un processus d'évolution de notre pays en matière de démocratie, en matière d'échange direct avec le peuple, comme vous le dites. Mais le Togo
est en train d'avancer. Vous m'avez dit que ça fait plusieurs décennies que nous sommes dans ce processus. Nous avons un héritage. Et le Togo, avec son héritage et ses pesanteurs, essaye d'avancer. Et donc, ça avancera. Même si, aujourd'hui, on peut, puisque je vous l'entends le dire, on peut regretter cette non-présence effective, mais je pense qu'on aura des jours à venir qui seront des jours meilleurs où le peuple pourra voir ses représentants, venir leur rendre compte, échanger réellement avec eux. Un regard sur ce qu'on peut appeler, ou bien ce qu'il dit, ce qu'il désigne comme des avancées dans notre pays, la manière de faire de la politique au Togo. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont cette politique-là se fait tous les jours, les rapports que les acteurs entretiennent entre eux d'abord, et puis les rapports qu'ils entretiennent avec ceux qui les ont mandatés? Je crois qu'il y a du chemin qui a été fait depuis qu'on a amorcé le processus de démocratisation de notre pays, le Togo. C'est vrai qu'on remarque cette tradition de reddition des comptes dans les plus grandes démocraties. Le Togo fait son petit bonhomme de chemin. Il y a du travail qui se fait. C'est vrai qu'on attend beaucoup plus de l'exécutif de nous donner des suites sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il y a certains qui sont beaucoup présents dans les médias pour parler de ce qu'ils sont en train de faire. Mais le mieux est qu'ils aillent encore beaucoup plus, et ceux qui ne le font jamais puissent commencer par le faire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on doit vivre selon que les choses se font de par le monde. On ne pourra pas rester toujours dans son ministère et peut-être à la veille de la formation des gouvernements, commencer par faire des trucs, faire du zozo un peu partout. Donc je crois que ce qui est fait est à encourager. Nous demandons que cela puisse se pérenniser et qu'on puisse aller vers la vraie démocratie où on assiste à de la réduction réelle des comptes. Quand on évoque la démocratie togolaise, il y a certains qui disent toujours que le Togo il est particulier. Est-ce qu'à Bati, vous avez aussi ce sentiment-là, que ce pays il est particulier? Bon, parler de cette singularité de la démocratie togolaise, ça dépend du contexte dans lequel tu vois les choses. Aujourd'hui, je peux penser que nous sommes en train de bâtir un pays démocratique, parce que il y a des aînés qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir arracher certaines libertés. Et de par le passé, on n'avait pas le multipartisme, on n'avait pas la liberté d'association, la liberté d'expression même n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut monter sur une radio et dire ce qu'on veut, mais tout en restant dans le respect mutuel, respect des tests. Donc on ne peut pas balayer ça du revers de la main pour dire que la démocratie togolaise elle est singulière. Maintenant, si des gens attendent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à avoir, alors qu'ils ne revoient pas leur stratégie pour pouvoir obtenir cette chose voulue, ça aussi c'est autre chose. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que la démocratie togolaise elle est particulière. Ça c'est mon avis. Oui, vous voulez ajouter? Oui, je peux dire que vous parlez de singularité de la démocratie togolaise, mais il y a une chose que nous devons nous dire ou regarder de face. Vous parliez de plusieurs décennies de pratiques démocratiques. Oui, je vais dire qu'il y a une trentaine d'années que le Togo a amorcé cette démocratisation. Force est de constater que on souhaite aller plus loin que ce que nous avons aujourd'hui. Mais, comme nous disait Honorable tout à l'heure, il faut quand même, à un moment, de temps en temps, s'asseoir, revoir ces stratégies et voir comment on peut faire pour qu'ensemble, on aille vers ce mieux que je pense que tout le monde veut. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et comment faire pour aller à cela? Aujourd'hui, chez Bâtir, nous pensons que nous avons à regarder véritablement les choses en face.
ne pas nous voiler la face, nous regarder nous-mêmes, savoir quelle est notre identité et quel est notre héritage. Vous savez, dans un pays, les citoyens, les gens ont un acte de naissance et ils ont une nationalité. Je pense que l'acte de naissance définit l'identité de la personne. Et la nationalité nous positionne dans notre héritage. Mais aujourd'hui, véritablement, il faille que tout le peuple togolais, non pas simplement les politiciens ou ceux qui jouent un rôle public, mais tout le peuple togolais, chacun se pose de bonnes questions. Qui sommes-nous? Qui je suis? Et que, identitairement, on se connaisse. Et qu'on analyse quel est l'héritage que nous avons. Et quand on parle d'héritage, il y a le bon côté de l'héritage et le mauvais côté de notre héritage. Et alors, on pourra regarder les choses véritablement en face. Et voir comment, par rapport à notre identité, quelle équation nous pouvons mettre en place afin de transformer l'héritage que nous avons en quelque chose de merveilleux. Alors cela, c'est cet examen que nous devons faire. Non pas du partisanisme ou comme on a vu jusque-là depuis 30 ans. Non, sortir de ces carcans-là et innover autre chose. Abattir, c'est ce que nous pensons que véritablement nous pouvons faire au Togo pour que nous voyions ce que nous voulons voir. Les grands bons que chacun veut voir dans notre pays, nous puissions les voir. Vous venez de sortir un certain nombre de concepts qui ne sont sans doute pas nouveaux ou étrangers à la vie politique au Togo. Vous évoquez l'identité, vous évoquez l'héritage. Vous proposez même qu'il faudrait s'asseoir de temps en temps. Qu'est-ce que vous mettez dans tout ça? Quand je prends la question identitaire, quelle est votre approche par rapport au Togolais? Monsieur Atiogbe, vous êtes un Atiogbe, vous êtes né dans une famille et donc vous avez une identité par rapport à votre famille. J'en ai aussi. Honorable en a aussi. Et sur le territoire togolais, il y a plusieurs familles. Et des familles se regroupent pour faire un village. Et il y a des regroupements comme ça. Et l'ensemble du Togo forme une grande famille. Nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne nous connaissons pas. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Togolais ne se connaissent pas? On peut dire qu'ils se connaissent et en même temps qu'ils ne se connaissent pas. Selon l'angle sur lequel nous voulons aller. C'est les thématiques à asseoir, discuter et trouver des solutions pour notre pays. Mais quand on vous écoute, vous semblez pointer du doigt un problème identitaire en ce qui concerne le Togolais. À vous écouter. Est-ce que le Togolais a ce problème? Puisque très souvent, quand vous êtes Togolais de Lomé ou d'Anéro, vous allez à Daparon ou vous allez à Kara, vous ne vous sentez pas étranger forcément. Mais non, ce que je veux communiquer, vous savez, nous sommes dans un pays, mais il faut que nous devenions une nation forte. Il ne faut pas que nous soyons des communautés d'un pays, mais que nous devenons des communautés unies dans une nation forte. C'est ça que nous devons bâtir. Et ensemble, mais véritablement ensemble, nous allons faire de grands bons. Il évoque la question identitaire. Vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que dire que les Togolais ne se connaissent pas, c'est pas là, c'est pas ça. Les Togolais se connaissent entre eux. Mais le problème auquel nous assistons est que la plupart du temps, quand on se met ensemble, chacun cultive en lui son propre ego, son propre intérêt, en laissant de côté ce qui est primordial, ce qui est l'intérêt général qui doit être profitable pour le peuple. On a vu pendant 30 ans, parce que nous parlons de la démocratie, pendant les 30 ans, nous avons vu
l'évolution de la scène politique jusqu'à ce jour. Combien de regroupements nous n'avons pas vu? Combien de dialogues n'a-t-on pas vu au Togo? Pourquoi ça ne marche pas toujours? Pourquoi ça ne marche pas toujours? Donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure, je disais que dire que la démocratie togolaise elle est singulière, ça dépend de quel côté tu te trouves et sous quel angle tu es en train de percevoir la chose. Donc aujourd'hui, nous devons surpasser et tout ça pour qu'on ne parle pas de cette singularité. Donc c'est les gens qui entretiennent certains comportements et qui amènent à voir le problème sous cet angle-là. Donc les Togolais, ils se connaissent. Et si on veut vraiment aller de l'avant, on veut vraiment évoluer, il va falloir que lors des discussions, que les gens ne se fassent plus de coups bas et que les gens ne priment pas leur intérêt personnel et qu'on puisse privilégier l'intérêt supérieur de ce pays. Sans doute, quand vous évoquez les questions identitaires, vous avez dû faire des analyses et vous avez cette conclusion-là. La faute, elle vient d'où? Je crois que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées parce que très souvent, il y a le peuple qui confie son destin entre les mains des gens qui, une fois appelés à discuter ou appelés à gérer ou à aller autour des tables pour discuter, tout ça, laissent de côté carrément ce que, ou bien la mission que le peuple leur a confiée. Mais le peuple aussi, une fois que vous avez été trahi, et deux fois trahi, vous n'allez pas continuer toujours dans... On ne va pas continuer dans le même sens. Il va falloir à un moment donné s'asseoir, réfléchir, faire une mi-temps, si je peux oser l'appeler comme ça, faire une mi-temps pour faire l'état des lieux. Parce que ce à quoi nous avons assisté pendant 30 ans, je crois que ce n'est pas tout bien. Et c'est pourquoi nous, au niveau de bâtir, nous voulons aller autrement. Et ne pas se situer forcément dans cet antagonisme, opposition, pouvoir. Mais travailler avec tout le monde, de sorte que ce que veut le peuple, nous puissions contribuer à arriver à cela. Est-ce que vous voulez dire que l'une des missions que le peuple ou une partie du peuple a confiée aux acteurs politiques, c'est de discuter? Pas forcément de discuter, mais c'est d'arriver à trouver des solutions à ce que le peuple veut. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple togolais veut? C'est de manger à sa faim, c'est de pouvoir se soigner, c'est de pouvoir se former, c'est de travailler. Donc c'est de répondre aux aspirations profondes des peuples. Mais une fois, quand ça ne va pas et que des gens se portent peut-être des fois de façon volontaire et le peuple leur donne de la confiance, nous avons tous vu comment ça a commencé, comment ça a toujours fini. Donc on ne va pas se voiler la face, il faut arriver à le dire que les gens ont trahi un peu le peuple. Non mais en fait, là je ne comprends pas. Quand vous dites que les gens ont trahi un peu le peuple, vous faites allusion à qui? Puisqu'on sait que sur les 30 dernières années, ceux à qui le peuple togolais officiellement a confié sa destinée, c'est ceux qui sont encore au pouvoir. Quand je dis que les gens ont trahi un peu le peuple, je ne veux pas, c'est pas pour autant forcément dire indexer telle ou telle personne. Mais de façon générale, on a vu que les choses n'ont pas marché. Ce que veut le peuple ne l'a pas eu. Donc, quand on s'attend à quelque chose qu'on n'a pas. Et qu'on sait qu'on pouvait l'avoir. Donc ça veut dire qu'il y a eu trahison, il y a eu défaite. Donc il faut revoir les choses non, mais autrement. Oui, j'allume. Il faut revoir les choses autrement. Le gouvernement est là. J'ai parlé des acteurs politiques. Ce n'est pas forcément de dire que la faute est du pouvoir ou de l'opposition. C'est tout un ensemble. Je mets tout le monde dans un panier. Celui à qui on confie une responsabilité ou un rôle, la personne doit jouer ce rôle-là jusqu'à terme pour que ce que veut le peuple puisse l'obtenir. Donc chacun doit jouer sa partition. Monsieur, la question, c'est bon? Parce que en fait, moi, je n'ai pas vraiment très bien compris, parce qu'on sait très bien que sur les 30 dernières années, ceux à qui le peuple a confié les rênes de ce pays, ils sont soit pétés d'abord et puis unis aujourd'hui. Mais il est difficile de comprendre ou
il est difficile pour les acteurs ou l'opinion de se faire une opinion. Des positions qui ne condamnent pas Pierre ni Paul, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, soit c'est le pouvoir qui ne fait pas bien, ou soit c'est l'opposition qui joue mal sa partition, c'est clair. Mais écoutez, donc, si depuis 30 ans, ceux qui ont géré la destinée de notre pays sont là, et que vous voulez, ou je ne sais pas, qu'on pointe du doigt telle personne, mais je pense que ils ont été à l'exécutif, mais depuis 30 ans, il y a eu dans ce pays des ouvertures à ce que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice national. Mais si nous voulons parler de l'opposition globalement face au pouvoir, il y a eu des processus, il y a eu des cadres qui permettaient à ce que l'opposition aussi puisse prendre la destinée ou conduire les affaires du pays. Comme disait Honorable, ben, on ne peut pas sortir de ce lot de ceux qui veulent gérer et de ceux qui gèrent le problème dans lequel le Togo se trouve aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certains qui sont en avant, d'autres qui ont prétendu aller, ils n'ont pas pu, mais l'ensemble des acteurs politiques concourent à la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Même si on n'a pas été aux affaires et qu'on a eu les possibilités, peut-être qu'on n'a pas eu le génie qu'il fallait pour transformer les choses, afin que ceux qui sont aux affaires arrivent à l'opposition et que ceux qui de l'opposition veulent aller aux affaires parviennent aux affaires. Mais donc c'est tout cet ensemble-là et la gestion de tout cet ensemble-là qui font des freins ou des petites avancées et qui montrent l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire forcément telle personne est le problème qui a fait que nous sommes en arrière. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut regarder de près, gérer et voir, comme on dit à Bâti, comment conjuguer nos efforts, pas de façon partisane, mais pour que l'intérêt national soit primé dans toutes nos décisions. Pour ce qui concerne l'intérêt national, le Togo s'était prêté à un de ses jeux favoris. Le 22 février dernier, c'était les élections. Et on continue par parler des élections un peu partout dans notre pays, même si les résultats ont été donnés, même si le chef de l'État a prêté serment. Certains disent que cette date-là, le 22 février, a été une date historique parce qu'elle intervenait au lendemain des réformes qui limitaient désormais le mandat présidentiel au Togo. Est-ce que pour vous, le 22 février, c'était vraiment historique? Oui, on peut le dire historique, pour moi, parce que la Constitution a été modifiée et limitant le mandat présidentiel à 2 au maximum, ce qui n'a jamais été le cas dans notre pays. Donc, en ce sens, on peut dire que les élections présidentielles du 22 février 2020 restent historiques. Bon. Maintenant, en ce qui concerne l'élection en elle-même, je remarque, et l'ensemble des Togolais ont remarqué que je pense que c'est la première fois que nous avons passé dans notre pays des élections sans violence. Des élections où on n'a pas à constater de mort d'hommes, de chasse à l'homme, tout ça. Donc, et ça aussi, si on le considère, on peut dire que les élections du 22 février 2020 restent historiques. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que des élections sans violence ont été organisées au Togo. Vous savez, en 2015, les Togolais avaient organisé des élections, il n'y avait pas eu de difficultés. Et même si les résultats ont été contestés, il n'y avait pas eu trop de difficultés. Des élections législatives ont été également organisées, même des élections municipales, et sans violence. Donc, ce n'est pas la première fois. Non, mais ce n'est pas le plus important. Et certains disent aussi qu'il n'y avait pas eu de nouveau sous le soleil.
les élections ont été organisées, il n'y a pas eu de difficultés le jour du vote, les résultats ont été donnés, mais il y a eu une tradition de contestation qui est restée jusqu'à présent et des discussions où des pics sont toujours lancés vis-à-vis de ces résultats qui ont été donnés. Comment comprenez-vous cette tradition au Togo? Bon, je crois que quand on se rappelle un peu de l'historique des différentes élections que le Togo a connues au cours des 10 dernières années, pour ne pas dire peut-être les 15 dernières années, où il y a toujours eu des contestations, même les périodes avant, pendant et après les élections ont toujours connu des mouvements. Mais les élections du 22 février passé étaient les premières après la modification de quelques articles de la Constitution. On peut dire c'est historique déjà. Et tout s'est passé dans le calme, même après les élections, même s'il y a un candidat qui pense toujours qu'il était le vainqueur. On a remarqué que la plupart des autres candidats sont restés dans un mutisme, c'est-à-dire qui ont reconnu leur défaite, quand même, qui ont reconnu leur défaite. Non, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Mais comment c'est pas vrai? En fait, le candidat Gogué n'a pas reconnu sa défaite. Il n'a pas reconnu sa défaite, mais on n'a pas vu ce qu'on a vu non, mais en fait, oui, une chose est par le passé. Ben, est-ce qu'il a dit il n'a pas reconnu sa défaite? C'est une... Il dit que ce n'était pas des élections. Il a participé à quoi? Il dit oui, mais en fait, non. Il a participé à quoi? Il dit que c'est pas une élection. Il a payé une caution, il a déposé son dossier, il a participé à quoi? Il faut qu'on arrête certaines choses. Le Togo doit évoluer aujourd'hui. Certains propos, on doit éviter de les tenir aujourd'hui pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Il n'a pas reconnu sa victoire, et il n'a pas reconnu sa défaite. C'est différent de dire qu'il n'a pas participé à une élection. Je ne crois pas que c'est ce qu'il a dit. Non, il dit que ce n'était pas des élections. Mais il a participé à quoi? Il a participé à quoi alors? Donc il faut arrêter ces trucs-là. Non, pour vous, le Togo n'en a plus besoin. Pour vous, le 22 février, c'est passé, ça appartient au passé. Mais la page des élections... On a tourné la page. La page des élections est fermée. Il faut aller de l'avant, il faut penser à autre chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'asseoir et surtout de chercher les compétences de tous les côtés pour pouvoir rebâtir un pays vraiment solide et qui va faire le choix du développement pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos compatriotes. Les compétences sont partout. C'est vrai que le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, a gagné les élections, mais si il y a une compétence dans l'ANC qui peut être utile pour le développement du Togo, il faut qu'on aille chercher cette compétence-là. S'il y a une compétence au niveau de Adi, il faut aller chercher cette compétence-là, parce que c'est le Togo qui doit gagner au finish. Non, mais quand il parle de compétences, sans doute que vous parlez d'ouverture. Mais bien sûr, aujourd'hui, il faut avoir un pays qui rassure l'ensemble de nos compatriotes. Il ne faut pas forcément vouloir calquer le gouvernement sur oui, c'est nous qui avons gagné les élections, donc nous avons la force, nous avons la plénitude de faire ce que nous voulons. L'intérêt supérieur de la nation doit primer aujourd'hui. S'il faut ouvrir, je crois que c'est important d'ouvrir ce gouvernement-là. Pas ouvrir pour satisfaire des gens parce qu'ils disent qu'ils ont pris part à l'élection ou ils sont une formation politique. Non. Mais aller chercher quelqu'un de compétent où il se trouve pour servir le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas ouvrir parce qu'il faut ouvrir. Aujourd'hui, on doit avancer. Donc, il faut composer avec ceux qui peuvent aider à faire avancer le pays. Est-ce que le problème du Togo est un problème de compétence? Je ne dis pas que le Togo a un problème de compétence. Mais ce à quoi nous avons assisté le plus souvent est que même quand on appelle, selon des indiscrétions que nous avons eues, même quand on aborde des gens de l'opposition, ils disent qu'ils ne vont pas du tout participer.
à un gouvernement tant que ce n'est pas eux qui ont gagné les élections. Donc, cela ne va pas dans l'avantage du pays. C'est ce que je pense. C'est pourquoi j'ai dit que s'il y a des compétences quelque part, il faut que cette compétence-là, si on a besoin de cette compétence, il faut que cette compétence se mette au service du pays. Mais est-ce que ce n'est pas logique dans une démocratie que ceux qui gagnent des élections puissent librement diriger le pays? Oui, c'est ça la démocratie. Il faut avoir la possibilité de choix. Si on suppose que ceux qui ont gagné les élections n'ont qu'à former leur gouvernement et le faire. Mais au même moment, si tu as une compétence que tu peux mettre au service de la nation et que tu refuses, alors que peut-être tu n'arrives pas à séduire l'électorat pour qu'on te fasse confiance. Est-ce parce que toi, tu veux avoir le pouvoir forcément pour toi, ou bien tu veux travailler pour le pays? Donc, il faut arriver à penser à ça. Donc, autrement, si on se met dans cette logique, c'est comme si on est en train de penser à soi-même et non au peuple. Je pose la question de compétences parce que le Togo a expérimenté déjà par le passé ce que dit l'honorable député. Et les compétences, il y en avait eu par le passé. Il y avait ici le Premier ministre Humbo et visiblement, et au final, beaucoup d'observateurs ont constaté que ça n'a pas trop bien marché. Il y avait eu le Premier ministre Eugène Adoboli et c'était également une compétence. Il y avait eu des gouvernements d'ouverture avec les entrées des professeurs Minevi. Mais visiblement, on a constaté qu'il y a un souci quelque part. Et aujourd'hui, presque 15 ans après l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, quand on évoque encore un problème d'ouverture, de compétences, est-ce que ça ne gêne pas? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Mais non, ça ne peut pas gêner, puisque tous ces grands noms que vous venez de citer sont venus et ont apporté leur contribution à l'avancement du pays. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Même si leur passage a été écourté ou n'a pas donné satisfaction, je ne sais pas, mais je pense que leur passage a apporté quelque chose au pays. Leur passage a apporté quelque chose au pays. Et donc, il ne faut pas... on ne va pas finir de bien faire. Voilà, il ne faut pas se refuser de chercher des compétences pour faire avancer le pays. Pour faire avancer le pays. Donc, selon vous, le passage a apporté quoi, par exemple? Quand on prend Eugène Adoboli, ou quand on prend Humbo, ou quand on prend même le professeur Minevi. Pour le professeur Minevi, curieusement, il ne parle même plus. C'est un peu comme si son passage au gouvernement l'a tellement marqué qu'il visiblement il s'est retiré. Mais nous avons vu l'ancien Premier ministre Humbo à son arrivée à la primature qui échangeait fréquemment avec la presse. Il communiquait beaucoup. Je peux dire que c'est quelque chose qui était nouveau. Mais il avait apporté une rupture qui n'a pas duré. Bon, mais il aurait fait sa part. Et il aurait apporté sa contribution. Nous avons vu comment les choses avaient commencé. Personne ne bloque quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien. Si à l'entrée, quand on a commencé, vous disiez que les acteurs politiques ne veulent pas venir vers les médias. Mais si le Premier ministre Humbo, en son temps, avait cette latitude de venir communiquer avec la presse, ça veut dire qu'il n'avait pas de frein quelque part qui le bloquait à agir. Mais pourquoi les autres? C'est chacun selon son humeur, selon son ressenti, comment il approche la chose. Et est-ce que je peux bien faire? Il y a plein de questions. Les gens se posent des questions. Peut-être c'est pour ça. Sinon, je pense qu'en avançant, mais les choses iront mieux. Vous parlez de compétences, la question c'est de savoir aussi si vous avez des compétences à bâtir, à proposer, éventuellement pour un gouvernement d'ouverture. Bon, bâtir, est-ce possible à bâtir de proposer des compétences pour un futur gouvernement? Non, mais en fait, un parti de gouvernement d'ouverture, puisque personne ne sait comment ça va se passer. Nous sommes un parti politique. Ça suppose que le parti regroupe tout un ensemble de personnes. Et forcément, il doit avoir des compétences. Mais le parti n'a pas été approché par rapport à une question pareille. Si un jour cette demande arrivait, on avisera. Vous êtes prêt éventuellement? Mais on est un parti politique amené à gérer la chose publique. Et donc, comme dit honorable, si la demande nous est formulée, ben nous aviserons. Le chef de l'État a prêté serment, ça fait bientôt 2 mois.
Bientôt 2 mois. Oui, C'était le 3 mai. Bientôt. Bientôt 2 mois. Et est-ce que vous avez des indiscrétions sur une prochaine sortie du gouvernement? Non, pas pour le moment, mais ce que nous constatons est que la gestion de la crise sanitaire au Covid-19 est devenue la priorité du pays. Donc du coup, nous ne sommes pas dans le secret de Faure Gnassingbé, de M. Faure Gnassingbé, mais nous pensons que si le gouvernement peut-être tarde jusqu'à présent, c'est lié au fait que nous sommes en état d'urgence sanitaire et il faille peut-être s'occuper des questions urgentes. Mais il faut aussi reconnaître que la formation d'un gouvernement au terme ou bien au lendemain d'une élection présidentielle n'est qu'une tradition que nous connaissons de par le monde. Aucune loi n'exige du président, son temps qu'il est réélu, de changer forcément son gouvernement. Donc j'ai parcouru un peu les tests que nous avons, je n'ai pas encore vu un tout pas, mais je pense que ce n'est qu'une tradition. Donc à dire aujourd'hui que nous avons des indiscrétions par rapport à ça, non pas encore, mais je pense que la crise est prioritaire aujourd'hui. Selon vous, on peut reconduire ceux qui sont là? Je ne dis pas forcément de reconduire ceux qui sont là. M. Faure Gnassingbé a gagné les élections. Il va composer avec ceux qu'il pense être capables de l'aider et à pouvoir remplir la mission que le peuple lui a confiée. Donc, moi, mon avis est que le président de la République puisse aller avec ceux-là qui vont satisfaire nos aspirations. Donc, reconduire le gouvernement, je pense qu'il y a des gens, il y a des retouches, à faire à ce gouvernement pour que les choses puissent vraiment avancer. S'il y a des retouches à faire, prenons d'abord le Premier ministre, faisons un peu de pronostic. Et Selom Glassou, il est là depuis 5 ans. Est-ce qu'il vous a satisfait? Bon, moi je ne peux pas dire que M. Selom Glassou m'a satisfait ou pas. Mais il a eu une feuille de route. Il a eu une feuille de route. Maintenant, il faut qu'il fasse le bilan de cette feuille de route. Ce que nous voyons est que beaucoup de Togolais que je suis, pensons à voir mieux. Donc, si je dois parler de Glassou, parler de lui seul personnellement, je crois que non. Donc, parce qu'il a dirigé tout un gouvernement, donc je crois qu'il faut évaluer ou bien parler de l'ensemble de ce gouvernement. Parce que beaucoup, j'attendais sur beaucoup de choses qui ne sont pas encore satisfaites jusqu'à présent. Quand je prends le secteur de la santé, où depuis des années, on est en train de crier que les plateaux techniques ne sont pas bons, il n'y a pas de scanner au CHU. Quand on prend le secteur de l'éducation, où il y a toujours des crises, même dans le secteur de la santé, les conditions de travail du personnel. Quand on prend des gens qui sont dans la fonction publique, qui sont admis à la retraite et qui sont toujours là, et quand on parle des détournements de fonds, et quand on parle de l'impunité, il y a des scandales à répétition qui sont là. Donc le chef de l'État, cette fois-ci, je crois qu'il doit taper sur la table, il doit essayer de voir tout ça pour faire avec les personnes qu'il faut. Ma question, après vous avoir écouté, c'est est-ce qu'on doit dissocier le bilan de Selom Glassou de celui de Faure Gnassingbé? Non, mais en fait, je vous pose la question et vous l'avez écouté. Est-ce qu'on doit dissocier les deux bilans? Mais non, on ne peut pas dissocier, puisque le président de la République a donné mandat à son Premier ministre pour exécuter une mission. Et donc, cette mission, l'exécution de cette mission est aussi la propriété du président de la République. Donc les deux sont intimement liés, on ne peut pas les dissocier.
Nous venons de passer 45 minutes avec nos invités. Ils sont du parti politique Bati, le secrétaire général Kodjo Flavien Tobiavé. Il est également conseiller municipal dans Golfe 1. Et puis le député Ayao Fiacre Atou, il est le secrétaire général adjoint. Ils sont avec nous jusqu'à la fin de cette émission et vous avez la possibilité à partir de cet instant de participer comme c'est de tradition tous les dimanches. Vous avez deux numéros pour poser vos questions et vos préoccupations, les soumettre à nos deux invités. 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Et est-ce que nous avons le premier auditeur? On l'a en ligne. Allô, bonjour. Oui, comment vous appelez? Gérard. Oui, Gérard, allez-y. Oui, bonjour Gérard. Le problème du Togo n'est pas affaire de compétence. Si nous prenons les gouvernements passés, on a toujours cherché des compétences. Gérard l'a dit, il m'a dit aussi là. Le problème actuellement, c'est un problème inhumainement politique. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est destiné quelque part. Quand le président de la République est du Nord, comme c'est le cas depuis plus de 60 ans, le premier ministre doit être dessus. Et là, les compétences du Nord, ceux-là qui sont du Nord, qui sont compétents, qui peuvent être connus, pouvoir le faire. Et on dit que forcément, il y a le monsieur Abbal avec ici, et voilà, le président est du Nord, donc il fait un peu de dessus. Première question, monsieur les invités. Absolument. Quel est le régime politique de ce pays? Est-ce que vous pouvez nous donner ce régime-là? Maintenant, quand on voit la composition de chaque gouvernement au Togo, c'est le militantisme qui prime. Alors, deuxième question. Ne voyez-vous pas que pour ce petit Togo-là, on a un nombre pléthorique de ministres et finalement, certains ne font rien, d'autres ne font qu'emmerder la population. Merci beaucoup. Bien, merci, cher ami Gérard, pour votre intervention. Nous allons, après Gérard, insérer un deuxième auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? C'est Yao depuis Lagos. Oui, Yao, allez-y. J'aimerais demander à l'honorable, depuis qu'ils sont au Parlement, quelles sont les actions qu'ils ont menées au sein du Parlement et dans leur circonscription électorale. J'aimerais bien savoir aussi si le peuple togolais n'est pas étouffé par l'armée, parce que si nous voyons aujourd'hui que par l'Afrique et le monde entier, plus précisément le Mali, où on manifeste et la population n'est pas réprimandée, ce n'est pas une bonne chose que la population manifeste et l'État gouverné par le président sort pour communiquer, demander, tendre la main à la population. On a tué les gens pendant les manifestations, les couvre-feux. Les parlementaires, est-ce qu'ils ont une fois convoqué le ministre de la Sécurité? C'est de leur devoir. Quelles sont les actions qu'ils mènent au juste? Ou bien ils attendent la fin du mois pour percevoir leur salaire? Bien, merci Yao pour votre intervention. Après Yao, un troisième auditeur avant de fermer cette première liste de questions. Gérard, on a eu Yao. Est-ce qu'on a un troisième auditeur? Allô, bonjour. Alors, bonjour. Oui, c'est Bozamo? Oui. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Non, ils sont deux en fait. Ah, ok. Notre invité, je vous dis bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser deux questions. Ma première question, c'est depuis 86, vous faites tous les gouvernements, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, pour sauver le Togo, pour sauver l'Afrique, il faut que vous alliez directement chez le chef de l'État. Comme on dit que si la Cour constitutionnelle a proclamé quelque chose, il n'y aura pas aucun changement. Donc, il faut aller négocier pour faire un gouvernement de transition, pour mettre un opposant devant la tête du gouvernement pour conduire ce pays. Sinon, nous, les peuples, nous souffrons trop. Dans ce pays, nous sommes dans la foi parce qu'on dit que quelques familles ils ont utilisé plus de 500 milliards et nous n'arrivons à manger dans notre maison
nous supportons le Togo. Il faut sauver le Togo dans tous les moyens pour sauver le Togo. Merci et bonne émission. Bien, merci Bozambo pour votre intervention. Nous allons donc permettre à nos invités de réagir à cette première liste de questions. Gérard, d'abord, sur la question de compétences. Oui. Mais Gérard disait que le problème du Togo n'est pas un problème de compétence, que c'est un problème politique. Oui, les compétences au Togo, il y en a. Et il y en a même qui sont hors du Togo. Et de temps en temps, on fait appel à eux. Je veux dire à Gérard que nous sommes d'accord que le problème du Togo, c'est un problème politique. Et ce problème politique n'a pas su être géré comme il faut depuis 30 ans. Est-ce que les gens n'ont pas essayé? Est-ce que les gens n'ont pas fait des choses? Oui, ils ont essayé, ils ont fait des choses. Mais les résultats que nous avons devant nous nous forcent à croire que tout ce qui a été essayé, de la manière dont cela a été essayé, n'a pas permis à ce que nous retrouvons une nation dans une dynamique démocratique. Alors pour cela, oui, le problème du Togo est un problème politique. Il parlait de trop de ministres. Mais de militantisme au niveau des ministres. Mais, M. Atiéboué, vous le disiez tout à l'heure, si mon parti gagne les élections, mais c'est avec les miens que je gouverne. Bon, ce problème de militantisme, je pense que ça va de soi avec la démocratie. Et si c'est de ça qu'il s'agit dans la question de Gérard, je pense que le militantisme, on ne peut pas le questionner quand il s'agit de la gestion des affaires publiques, si un parti gagne les élections. Oui, ce faisant, dans votre développement, on sent là que si le militantisme il est mis en avant, il prend le pas sur les compétences. Ça fait prendre le pas sur les compétences. Ah, ok. C'est ce à quoi je faisais d'ailleurs allusion parlant des compétences. Que si je gagne les élections et que je sais que j'ai eu à travailler avec mes militants et que je dois gouverner avec cette équipe-là, alors qu'au même moment, il y a une compétence que je n'ai pas au sein de mon équipe et qui se trouve dans un autre camp. Pourquoi ne pas faire appel à cela? C'est de ça que je parlais. En fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences au Togo ou que des compétences sont en manque. Je ne dis pas que le problème du Togo est un problème de compétences. Certes, on sait que c'est un problème politique, mais nous devons arriver à ratisser large de sorte qu'on puisse mettre tous ceux qui peuvent aider le pays à redécoller ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je voulais répondre à Gérard en disant que, puisqu'il voit lui aussi que le problème du Togo c'est un problème politique, c'est à ce niveau-là, sur ce point-là, qu'il faut aller dans un consensus, dans une entente. Des frères qui se retrouvent et qui discutent réellement à cœur ouvert de comment faire pour que ce pays aille dans une bonne direction avec des bons résultats pour un mieux-être de 8 millions de citoyens. On n'est pas nombreux au Togo, c'est vrai. Est-ce que vous sentez qu'il y a trop de ministres? Non, bon, encore une fois, celui qui a gagné les élections a la latitude de créer les portefeuilles ministériels qu'il pense utiliser pour pouvoir gérer son mandat et finir correctement sa mission. Donc, nous, peuple, qui n'avons pas été peut-être élus, ne pouvons pas imposer à celui qui est élu de rester dans un canevas précis de nombre de ministres. Donc je crois que à y voir de près, on peut dire que c'est un peu trop et que certains ministères, on pourrait peut-être les condenser un peu. C'est pas trop dire. Il y a la question qu'il y a aussi le Parlement et les actions que vous menez. Depuis notre entrée à l'Assemblée nationale, nous avons
voté plusieurs lois déjà. Nous avons légiféré sur plusieurs projets de loi que nous avons validés. Et il y a la Constitution que nous avons touchée pour pouvoir limiter le mandat. Il y a les projets de loi sur la déclaration des biens que nous avons fait passer. Et il y a le Conseil économique. Nous avons le Conseil économique et social. Nous avons fait passer plusieurs tests. Il a parlé de l'interpellation du ministre de la Sécurité. En réalité, le rôle du député, c'est de contrôler l'action gouvernementale, c'est de légiférer. Mais pour pouvoir faire venir un député et un ministre, par exemple à l'Assemblée nationale, ce n'est pas aussi aisé que ça. Ça peut se faire par... C'est pas aisé au Togo. Bon, oui, nous sommes au Togo. Ça peut se faire par interpellation écrite pour que le ministre vienne s'expliquer. Soit vous demandez des réponses pour que le ministre puisse venir à l'Assemblée et répondre oralement à vos questions, ou vous envoyez un courrier pour que le ministre puisse vous expliquer les trucs. Mais pour que le ministre puisse venir à l'Assemblée nationale, il a besoin de, je crois, le délai... il a 2 mois pour pouvoir venir, mais tout est question de disponibilité également de nos ministres. Donc tout le temps, des fois vous appelez, ils se sont toujours à en fait, dans le même temps, beaucoup disent qu'ils ne travaillent pas assez et vous parlez encore de disponibilité. Est-ce que cela ne conforte pas l'idée qu'on avait partagée au départ? En fait, vous ne semblez pas être d'accord avec cette idée-là de la particularité de la démocratie togolaise. Là, vous reconnaissez qu'il vous est difficile de faire venir les ministres à l'Assemblée nationale. Mais c'est le constat. Oui, en fait, c'est ce que j'ai constaté. C'est un constat par rapport à d'autres pays. C'est ce que j'ai constaté. Vous dites même que ça fait 2 mois. Mais s'il y a une urgence... Quand je parle de 2 mois, c'est ce que dit le test. Le ministre a au plus 2 mois pour pouvoir venir. C'est ce que dit le test. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas que le ministre a la volonté de venir quand il veut. Mais c'est ce que disent les tests. C'est vrai que vous avez mené beaucoup d'activités, mais il y a une curiosité que les Togolais n'ont pas compris. La semaine passée ou passée, vous avez voté une loi sur le nucléaire. Ça servait à quoi? Aujourd'hui, le développement du monde entier passe par les processus de transformation des ions, tout ça. Et on a besoin du nucléaire dans beaucoup de domaines pour pouvoir avancer. Quand on prend le secteur de la recherche, l'énergie, l'agriculture, la santé. Il y a le nucléaire qui intervient dans tous ces domaines-là. Et le Togo a pris des engagements, le Togo a signé des traités avec l'AIEA et il faut se conformer à ces tests-là. Donc, il y a des appareils, des instruments nouveaux qui sont là et que nous devons utiliser pour pouvoir marquer le pas avec le développement. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser le nucléaire sans prendre un test ou un instrument juridique pour pouvoir encadrer son utilisation. Parce que le nucléaire son utilisation peut présenter également des conséquences négatives pour les populations. Donc il faut prendre des dispositions pour pouvoir encadrer son utilisation. Donc le test là que nous avons fait passer n'a aucun lien avec les armes nucléaires comme les gens pouvaient se l'imaginer. Non, c'est plutôt pour le bien de nos populations. Bien, merci. Il y a d'autres questions, notamment Bozambo qui a évoqué un gouvernement de transition négocié avec le pouvoir actuel. Est-ce que vous partagez cette idée-là? Bozambo, je ne sais pas s'il a dit exactement un gouvernement de transition. Il a parlé de gouvernement de transition. Oui. Ah bon? Moi, j'ai entendu qu'il a parlé de mettre un opposant... non, il a parlé de gouvernement de transition. Okay. Mais le gouvernement de transition ne s'octroie pas sur un plateau d'or. Pour y arriver, je crois que ça découle d'une situation où on voit 2 ou plusieurs forces en présence qui se disputent. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans cette situation? Bien. Nous sommes sortis d'une élection, il y a eu un vainqueur, il y a eu des vaincus. Donc, est-ce qu'il y a des forces en présence qui n'arrivent pas du tout à s'entendre et que une seule force ne peut pas avancer s'il n'a pas besoin de l'autre camp? C'est ce que moi j'entends profondément de la question de Bozambo. Mais c'est comment faire pour que le Togolais vive mieux.
C'est comment faire beaucoup, parce qu'il a parlé de la situation des Togolais de tous les jours. C'est cette préoccupation-là que Bozambo tient à cœur. Alors pour cela, comme on disait depuis le début, Monsieur le Président de la République, il a gagné les élections et qu'il regarde les compétences qu'il faut et là où il les trouve, mais pas simplement des gens étiquetés tel parti, non, des gens apolitiques et qui ont des compétences qui peuvent nous conduire dans des dynamiques meilleures pour que l'ensemble du pays ait de l'oxygène pour vivre. Bien, merci. On va finir la liste. Il y a une partie de la question de Yao. Il fait référence au peuple malien qui manifeste depuis un temps et d'ici l'armée au Togo ne touche pas les populations. Vous l'avez écouté? Oui, on l'a Je crois que dans tout pays, il y a des tests, des règles qui régissent la vie et le quotidien des pays. Dans notre pays, le Togo, c'est vrai que par moment, on observe des dérapages de la part de certains corps habillés dans le cadre de la sécurisation des manifestations. Je ne crois pas que le Togo interdit systématiquement les manifestations. Il y a eu plusieurs manifestations dans ce pays. Nous allons permettre également aux auditeurs qui regardent un peu partout dans le monde de laisser également leurs questions. Moi, j'ai une série de questions ici. Il y a par exemple cette question, je vous lis la question. Bati, qui s'est transformé en parti politique pratiquement à la veille de l'élection présidentielle du 22 décembre dernier, avait clairement appelé à soutenir mieux à voter UNI. À l'Assemblée, ce parti n'a rien de différent par rapport à UNI, de son acte et agissement. Est-ce que Bati est un parti politique qui combat UNI a envie de prendre le pouvoir un jour ou est-il juste un allié sûr du régime? Mais il s'appelle comment l'auditeur? L'auditeur s'appelle Kofi Rémi Yves. Monsieur Kofi Rémi Yves parle de bâtir du bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine qui s'est transformée en parti politique à la veille des élections présidentielles. Bon, ça peut être un constat, mais Bâtir a suivi un processus avant de devenir parti politique. Bon, Bâtir est rentré dans l'arène politique à la veille des élections législatives en tant que mouvement indépendant. Et donc ce n'est que processus normal qui nous a conduit à devenir parti politique. Donc on n'est pas devenu parti politique à la veille des élections présidentielles pour soutenir un candidat. Bon, maintenant, Bâtir a soutenu ouvertement la candidature du président Faure Essozina Gnassingbé parce que Bâtir a analysé la situation de notre pays. Bâtir a analysé les forces en présence. Bâtir a analysé notre héritage qu'est le Togo, où nous en sommes au 22 février, ou avant le 22 février, quand les élections ont été annoncées. Bâtir a regardé en tant que parti à lui-même, en tant que jeune parti à lui-même, et son implantation sur le territoire national. Alors, avec toutes ces analyses-là, pour un Togo en paix et regarder devant nous pour construire un avenir meilleur, nous avons fait le choix de soutenir son Excellence le président Faure Essozina Gnassingbé pour conduire les 5 années de destinée de notre pays. C'est ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas une aile marchande de unir, ni une aile marchande de quelque parti que ce soit. Bâtir reste égal à bâtir, mais bâtir se dit que ça c'est fini le temps des passions politiques où on avait le pouvoir et l'opposition qui se tiraillent. Mais nous disons que
il est temps aujourd'hui que nous nous posons les bonnes questions. Qu'après 30 ans d'une même pratique, où nous en sommes arrivés. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors Bati fait le choix de comprendre qu'aujourd'hui, on peut aller avec la personne du président Faure Essozina Yassine pour conduire les 5 prochaines années du Togo, pour que demain nous verrons ce qui est. Mais vous savez très bien qu'au Togo, sur les 30 dernières années, les centristes ou ceux qui ont tenté de briser le bloc pouvoir-opposition, ils n'ont jamais prospéré. Oui, dans cette dynamique, il y a un élément fort qu'il faut relever. À bâtir, nous avons fait le choix de conscientisation ou d'éducation de la masse populaire. Nous avons fait le choix d'amener nos populations à comprendre le bien fondé du fait que nous devons aller dans cette direction. Et bien même avant même les élections, on a commencé sur le territoire national à parler à nos populations, à expliquer pourquoi, selon notre analyse, les 30 années que nous avons passées ne nous ont pas fait avancer plus que là où nous sommes. Alors je pense que, comme la question que vous me posez, il y a eu ce manque d'échanges directs avec nos populations. Il y a des coups qui ont été faits, mais peut-être que la population n'a pas suivi parce que la population n'a pas compris. Nous essayons, nous nous efforçons, nous travaillons à communiquer avec la population sur le bien fondé de cette démarche-là, pour que la population fasse un avec cela, avec la démarche. Nous allons permettre aux auditeurs, puisque cette partie-là, c'est leur partie, pour qu'ils puissent laisser un maximum de questions. Je vais renchérir un peu. En quelques secondes, s'il vous plaît. Ce qu'a dit M. Flavien tout à l'heure. Bâtir n'est pas... Bâtir est devenu parti politique depuis le 31 mai 2019. Ce n'est pas à la veille des élections présidentielles. Et 2 autres élections ont eu lieu avant l'élection présidentielle où nous n'avons pas soutenu le candidat Faure Yassine ou son parti. Donc, il y a eu les élections législatives auxquelles nous avons participé, il y a eu les élections locales auxquelles nous avons participé, et on était en course avec plusieurs partis politiques, dont le parti de M. Faure Yassine. Donc, dire que nous sommes une... On a compris votre explication. Nous allons permettre à la 4e personne d'intervenir. Après Bozambo, sur la première liste. Allô, maintenant, qui est l'auditeur? On a commis. Comment vous allez? Bonjour, ça va et vous? Oui, ça va, allez-y. Bonjour à nos invités. Bonjour, Ok, j'ai 2 questions. Une question sur votre parti, une question sur l'Assemblée. Le nom Bati rime très bien avec l'UNIR et c'est un choix. Je ne trouve pas de problème qui se poserait si vous reconnaissez ouvertement et publiquement que il reste une aile marchande de l'UNIR, puisque les faits en matière de les dernières élections nous ont montré réellement que vous êtes une aile marchande avec les affiches, les spots et les campagnes. En l'occurrence, lorsqu'on faisait les législatives, il y avait une de vos collègues qui a débattu avec un angle que vous êtes des indépendants. Mais au finish, au présidentiel, vous avez démontré que vous étiez une aile marchande. Donc moi, je ne trouve pas pourquoi vous considérez ça ouvertement que vous êtes une aile marchande du pouvoir. Deuxième question sur l'Assemblée. Je ne sais pas si à ce jour, à la fin du mois, de ce mois, les députés auront le courage de prendre encore leur salaire. On dit celui qui travaille a droit au salaire. Mais je me retrouve que le peuple ou la population a des problèmes comme les ventes, les doubles-ventes, les problèmes de feu, les problèmes de tuerie, assassinat par-ci, par-là. On ne voit pas un contrôle régulier de l'Assemblée à l'exécutif, mais sur ce, on voit encore des assassinats par-ci, par-là. Le comble la dernière fois, ce sont les détournements de 500 milliards et on ne voit pas les interpellations. Est-ce que vous êtes vraiment des indépendants à l'Assemblée nationale? Merci, Blé Commis. Allô?
Allô? Oui, vous ne voulez pas qu'ils prennent le salaire puisqu'ils travaillent? Celui qui travaille a droit au salaire. Mais celui qui ne travaille pas, il ne va pas prendre le salaire. Donc vous avez l'impression qu'ils ne travaillent pas? Il ne travaille pas. Ok, bien, merci, on a compris. Comme on va soumettre cette question à l'appréciation du député qui est là dans un instant. Après, comme nous avons un deuxième auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom et puis la question. Je salue les invités au plateau. Oui, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur Pierrot, dans votre introduction, au début de l'émission, vous avez mentionné le 4 et 500 milliards qui seraient détournés. Je ne sais pas si les invités se sont prononcés sur le sujet ou pas. Si oui, quel est le rôle de Christian? Ok, bien. Bien, merci, Sowe depuis Déticopé. Après Sowe, le troisième auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez, Maglou? Bonjour à nos honorables invités. Bonjour. Oui, vous savez, je voulais quand même faire une remarque. Le débat est un peu, à mon avis, un peu pas, étant donné que... Un peu comment? Oui, s'il vous plaît. Maglou. Apparemment, ils ont un peu de ce que le débat serait très très intéressant. Tout de même, je vais vous demander ceci. Et tout au début, vous avez rapporté des propos de la population congolaise et ailleurs, disant que le constitue un cas spécifique. Le débat de notre démocratie est singulière. Nos deux invités ont tenté de nous démontrer, plus ou moins, que c'est le contraire, plus ou moins, ils ont exagéré. Mais je voudrais tout de même leur rappeler ceci. La pratique démocratique dans la sous-région, c'est deux mandats. Et nous sommes arrivés à doubler cela. Donc, à leur vue, ça ne constitue pas une singularité. Ça fait un. Tout à l'heure, il y a eu des propos disant qu'ils avaient adhéré, plus ou moins, ils ont appelé à voter pour le chef de l'État actuel. Alors que c'est celui-là qui combattait en formant un parti politique de l'opposition. Il ne faut pas non plus que ça se termine. Alors qu'il me répond, il est deux cas. Bien, merci, Maglou. Maintenant, nous allons passer à l'étape des réponses. Nous avons la série de 3 questions. Oui. Allez-y. Oui, Monsieur Komi nous disait que bâtir rime bien avec unir et que il était question qu'on reconnaisse publiquement que bâtir était une aile marchande de unir. Je veux dire à Komi et de façon solennelle une dernière fois, s'il en est, que ceux qui ont réfléchi à la situation politique du Togo et se sont mis ensemble pour mettre en place le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine étaient des Togolais qui pouvaient aller prendre leur carte dans le parti UNIR, mais les intentions ou les pensées qui ont fondé le regroupement de Bâtir font que nous savions que nous avons une pensée, une idéologie, une façon de voir la chose qui diffère de tout ce qu'il y a, que nous voyons sur l'échiquier national. Et nous nous sommes constitués. Non, en fait, vous l'avez suffisamment je crois que vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas elle marchande. Non, il faut que je le lui explique. Vous l'avez expliqué une première fois déjà, un premier auditeur. C'est pourquoi je voulais que vous soyez un peu plus bref, parce que... Mais il y a besoin d'expliquer. Ok, allez-y.
Donc il faut que Komi, pour faire court, comprenne définitivement que bâtir, c'est bâtir. Bien, merci. Bâtir n'est pas une aile marchande de pénière. Merci. Je crois qu'il faut évoluer sur cette question. Et nous l'avons suffisamment expliqué. Même le jour où nous avons fait notre déclaration publique, ces questions-là étaient encore arrivées, on l'a expliqué. Je veux faire une précision, parce que c'est vrai, je pense que c'est important. Bâtir a appelé à voter pour le candidat fort et Sozina Nyasingbe lors des élections présidentielles passées. Bâtir n'a pas appelé à voter pour unir. Nous avons appelé à voter pour le candidat fort. Maintenant, je crois qu'il a dit dans son intervention que nous avions dit au peuple que nous étions dans l'opposition. Je crois avoir entendu un truc comme ça. Bâtir ne s'est jamais prononcé de façon pareille. Nous n'avons jamais non plus dit que nous étions une aile marchande du parti au pouvoir. Bâtir est devenu parti politique depuis le 31 mai 2019 et à l'issue de cela, nous avons adressé un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale. Bâtir ne siège plus à l'Assemblée en tant qu'un mouvement indépendant, mais en tant qu'un parti politique. Bien, merci. La question de Komi qui a lancé la deuxième série, terminée sur sa demande. Il veut que vous renonciez à prendre des salaires. Bon, je crois que nous sommes en démocratie, la liberté d'expression voudrait que chacun puisse dire ce qu'il pense. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes appréhensions du travail que chacun est en train de faire. Est-ce que si Komi arrive au constat que vous ne travaillez pas assez, est-ce que ce n'est pas dû... Attendez s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que beaucoup de députés sont élus députés juste, ils sont à Lomé et certains ils ne retournent plus dans leur circonscription, ils n'interviennent même pas dans les débats publics, on ne sait même pas s'ils existent. Est-ce qu'on n'a pas au final l'impression que ces députés-là, certains, ils n'existent même pas? Ce n'est pas pour autant une raison pour laquelle M. Komi doit dire que les députés doivent renoncer à leur salaire. Moi, je connais des collègues qui dépensent énormément dans leur circonscription, qui font beaucoup de choses dans leur circonscription, qui dépassent d'ailleurs les émoluments que nous avons. Nous faisons beaucoup de choses sur le terrain. S'il dit que les députés doivent renoncer à leur salaire, il suppose qu'on ne fait rien. C'est son avis à lui, je lui laisse la paternité de ce qu'il a dit. Bien, merci. Nous avons encore 12 minutes. Et ça, ouais, sur la question de 400-500 milliards de francs CFA qui auraient disparu dans le circuit de commande du pétrolier au Togo. Et il vous demande à quoi sert Applucia. Je crois que nous avons aussi appris cette information révélée par le billet hebdomadaire l'alternative. Nous avons essayé d'analyser le dossier, nous avons lu. Si vraiment ces révélations s'avéraient, je crois que c'est encore un scandale de trop et le gouvernement doit très rapidement communiquer sur cette affaire pour situer l'opinion. Et c'est aussi le lieu de dire que les institutions comme la Plusia, même le procureur de la République doit s'auto-saisir. Ce n'est pas seulement pour les manifestants. C'est pas quand il s'agira, excusez, des manifestants qu'il faut tout de suite là se jeter dedans et arrêter les gens, aller les emprisonner. 500 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça seul suffit pour construire la route Lomé-Palimé. Et je crois que si on ajoute à cela les autres scandales, la route Lomé-Vaughan en foin et bien d'autres, les fonds de la canne qui ont disparu et dont on ne parle plus jamais, je crois qu'il est temps. Nous avons aussi, selon les indiscrétions, appris que le chef de l'État veut tirer cette affaire au clair. Donc, il ne faut plus qu'on reste dans les indiscrétions. Il faut que le gouvernement communique de façon officielle sur cette affaire. Nous, en tant que députés, nous allons engager aussi les démarches qu'il faut à notre niveau. Mais si le problème du Togo est un problème politique et que nous savons que cette équation reste encore aujourd'hui difficile à résoudre, et à cela doit se greffer un problème économique dû à des passoires
qui minent l'économie, je pense qu'on ne va jamais en sortir. Mais c'est pour cela que si cette affaire est avérée, il est quand même urgent, comme disait Honorable tout à l'heure, avec tout ce que nous savons déjà, tous les autres scandales, il est quand même urgent de mettre en place, je ne sais pas, des commissions, une audit nationale pour fouiller où sont les passoires qui minent l'économie nationale. Parce que ici, ça c'est avéré, c'est qu'il doit y avoir d'autres passoires aussi, de fuite de capitaux, des richesses qui peuvent apporter du mieux-être à nos populations. Car c'est de cela qu'il s'agit, que les gens vivent mieux au Togo. Nous en avons les capacités, mais si ces choses-là, on découvre ces choses-là aujourd'hui, c'est qu'il y a des passoires qui laissent passer les richesses qui doivent rester dans notre pays. Le député faisait allusion tantôt à la route Lomé-Foucan-Foin. Il est en construction ou il est en réflexion depuis quelques jours. Une nouvelle route entre Lomé, Azaou et Palimé. Est-ce que quelque part les gens ou ceux qui suivent le Togo ne doivent pas avoir de nouvelles craintes d'une prochaine révélation de scandale autour de cette nouvelle route? Est-ce qu'on doit rester serein? Je crois que même si il y a cette crainte sur la bonne fin de l'exécution des travaux sur cette route, je crois que cette crainte, elle est normale. Dans la mesure où, de par le passé, on a déjà assisté à des lancements de travaux dont on n'a jamais vu la fin. Il y a une route que Ebomaf avait déjà... il y a une route dont Ebomaf avait déjà reçu les travaux, mais les travaux ne sont jamais terminés dans le nord, une route qui aboutit jusqu'à Tandjouare, je crois. Et il y a les travaux de l'aéroport de Niamtougou où on ne sait même pas où on en est aujourd'hui. Il y a la construction de l'hôpital Saint-Pélégrin qui est annoncé en grand compte qu'on devrait réceptionner depuis, mais le travail... Non, mais en fait, on devait réceptionner en juillet 2020. Oui, le travail traîne jusqu'à présent. Quand vous allez sur le site ou bien vous passez par là, rien n'indique, rien ne rassure que les travaux là peuvent finir en juillet. Donc, si nous avons peur, si la population a peur que ce nouveau chantier aussi n'aboutisse pas, c'est fondé. Donc, c'est le lieu d'attirer l'attention du gouvernement. Le gouvernement a l'obligation aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour que ce nouveau travail-là, ce nouveau chantier ouvert puisse bien finir. Oui, nous avons des questions ici, la question à côté. Quand vous êtes député, en tant que député ministre, il veut savoir qui a plus de pouvoir. Non, c'est deux pouvoirs différents. Le ministre, il est dans l'exécutif. Nous sommes dans le pouvoir législatif. Nous avons trois pouvoirs dans notre pays. Donc on ne peut pas dire que l'un a plus de pouvoir que l'autre. Les deux, ou bien les trois pouvoirs se complètent pour que le pays soit bien gouverné. Il n'y a pas de comparaison possible. Donc il y a une question de Claude qui est laissée également. Claude nous suit depuis. Est-ce que, selon vous, la dernière élection présidentielle a été transparente? Et brièvement. Dans la mesure où nous n'avons pas eu des preuves, où les gens n'ont pas pu prouver que les résultats donnés par les instances qui régulent les élections dans le pays ne sont pas justes. Je crois que les élections ont été transparentes et les observateurs, que ce soit sur le plan national ou ceux qui sont venus de l'étranger, ils ont fait des déclarations, mais qui ne souffrent d'aucune illégitimité ou qui donnent des irrégularités. Donc, les élections ont été transparentes. Bien, merci. Nous allons parler du coronavirus, puisqu'on a senti que votre parti politique s'est ouvertement engagé dans la lutte. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre à bras le corps cette activité? Oui, je pense que le Togo, notre pays, rapidement avait, par les services sanitaires, a découvert un premier cas dans notre pays
Et ça a semblé être un jeu pour la population. Mais rapidement, chacun a pris la mesure des choses. Et le gouvernement, je pense, a agi rapidement pour sensibiliser. Et nous, à l'initiative citoyenne, nous nous sommes dit qu'il faut accompagner le gouvernement, puisque nous pensons que la population togolaise a besoin d'être soutenue, parce que dans cette affaire sanitaire, il y a besoin que les gens se protègent. Alors nous avons pensé que nous pouvons agir et mettre en place une unité de production de masques artisanaux en faisant appel à la générosité de nos concitoyens. Et c'est pour cela que nous avons appelé cela l'initiative citoyenne des Togolais engagés contre la Covid-19. Et nous avons eu des appuis même de l'extérieur pour produire... Vous en avez produit combien? Au total, nous avons produit et distribué 126 000 masques sur pratiquement toute l'étendue du territoire national. C'est vrai que vous avez produit et vous avez distribué, mais il se raconte depuis quelque temps que vous avez été interdit de continuer cette activité-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, je ne sais pas d'où vient cette information. Nous avons situé notre projet dans un temps et en fonction des moyens qui étaient à notre disposition. Donc, nous n'avons plus de moyens. Le peu que nous avions, c'est ça que nous avons utilisé. Nous avons pu produire 126 000 masques et nous les avons distribués. Donc, voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui a interdit la fabrication des masques ou bien la poursuite des activités. Nous avons vu tout le monde se jeter dans cette bataille-là contre la propagation du virus. Chacun en a fait selon ses possibilités. Ce n'est pas pour autant pour dire que c'est quelqu'un qui les a stoppés dans leur élan de générosité. Vous avez arrêté, mais d'autres continuent par fabriquer, de distribuer les bavettes aux populations du Togo. Il y a certaines de ces bavettes qui sont vendues. Mais force est de constater que la pandémie continue à progresser dans notre pays. Comment est-ce que vous comprenez qu'un certain nombre de Togolais n'observent plus les gestes barrières? Aujourd'hui, force est de constater que c'est rentré un peu dans la lassitude. Les gens sont lassés. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est dangereux. Et c'est à cela constat vraiment amer. Oui, c'est dangereux. Il n'y a qu'à sortir un peu le soir dans nos rues pour voir que c'est vraiment dangereux. Les gens sont les uns sur les autres sans protection. Alors que la maladie est là. Pierrot, vous permettez, je sais que nous sommes presque à la fin de l'émission. Le gouvernement a pris assez de mesures pour pouvoir gérer cette crise-là. Et je salue l'ouverture la reprise des cours, l'autre fois, pour les élèves qui sont en classe d'examen. Mais il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Comment est-ce que nous préparons la rentrée scolaire prochaine? Parce que jusque-là, je ne crois pas que d'ici octobre, la crise serait terminée. Donc, je voudrais déjà attirer l'attention du gouvernement à penser à une situation d'urgence. S'il faut peut-être lancer un plan de construction de classe dans les prochains jours pour que d'ici 2 mois, 3 mois, nos élèves puissent rentrer en classe de façon convenable en respectant les mesures barrières. Parce qu'on ne peut pas rester aussi à la maison. On est obligé de reprendre les activités parce que l'économie est en majorité basée sur le secteur informel. Mais nous invitons encore nos compatriotes à faire un effort pour respecter les mesures barrières. Bien, merci. Merci au député Ayao Fiakratou, secrétaire général adjoint et député à l'Assemblée nationale. Donc cette émission s'achève. Merci également à Johannes Kodjo Flavien Tobiave, secrétaire général et conseiller municipal. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Dimanche prochain, 12h, nous allons nous retrouver une nouvelle fois. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.